vais voir si nous... Ah non, nous n'avons pas la boîte noire. Ça va. Je pense que ça va. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, cette session est convention, plan de travail, budget et sous-allocation. Et, nous avons donc Scott Fromm de MSI qui est responsable de l'administration et des finances pour le département de l'agriculture, alimentation et ressources économiques à MSU. J'ai travaillé avec Scott pour beaucoup de choses. Nous avons également le docteur Cory O'Hara de ID. Il est directeur pays qui se spécialise dans l'éthique et la création de valeur pour les euh, petits agriculteurs. Et il a un doctorat en nutrition de l'Université Tufts et a un double master en agriculture et sciences de l'environnement. Et avant, il travaillait au département d'État et il est directeur associé de l'initiative, de la Clinton Global Initiative. Bienvenue. Voici la première diapo. Bonjour tout le monde. Je pense que d'une certaine manière, c'est le domaine le plus important de ces sessions. Il y a beaucoup à discuter sur les trois thèmes qui portent sur ce travail. Je crois que nous avons cherché à donner à tout le monde des points de référence sur ces diapos qui contiennent beaucoup d'informations, mais nous voulons avoir une conversation très tranquille en déroulant toutes ces diapos avec mon collègue qui a beaucoup d'expérience. Nous allons utiliser son expérience et celle de participants. Et après la session, nous reviendrons sur certains points plus en détail. Je crois que d'une certaine manière, ce dont nous parlons maintenant se fait avant le démarrage, le lancement. Il y a le processus de planification pendant la phase initiale de budgétisation. Il y a la procédure de demande. Au moins, nous voulons bien à l'avance que recevoir tous les demandes pour nous aider à budgétiser le personnel dont nous avons besoin. Nous devons penser au concept à l'état T parce qu'il est de suivre des concepts intelligents, intelligents, spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et liés dans le temps. Donc, spécifique, quelque chose que vous pouvez toucher, mesurable, quelque chose que vous pouvez voir, que vous pouvez mesurer, réalisable, réaliste, comme je l'ai dit. Et puis, à pour l'étape 2, la théorie de chance, c'est quelque chose de très important. Il s'assurer que vous savez ce que vous faites, que ce que vous faites vous permettra d'atteindre votre objectif. C'est une partie très importante. Quelles sont les hypothèses que vous avez concernant les activités proposées pour arriver à vos objectifs? C'est quelque chose qu'il faut faire au début du processus de rédaction de la proposition. Parfois, il vous faut revenir sur ce que vous avez écrit pour peaufiner votre texte. Scott, vous voulez maintenant reprendre? Oui. Euh,
comme Cory l'a dit, beaucoup de ces activités sont faites avant le démarrage de toutes les procédures jusqu'après la mise en place. Et je travaille beaucoup sur la phase post-préparation. Je veux m'assurer que tout se fait aussi sans accroc que possible. Plus on planifie, mieux la phase d'exécution se fera. Euh, et puis, euh, alors que vous vous acheminez vers la phase post-projet. Should we move on to budgeting? Est-ce que nous passons à la budgétisation? So, Oui. Et la budgétisation est un thème très important et chaque projet, donc à cette phase, et les bailleurs de fonds voient les choses différemment, mais en fait, il y a certains éléments concernant le coût, c'est la même chose. Et même si vous êtes l'expert financier dans votre équipe et que vous avez un autre expert, il faut savoir tous ces éléments et comment tout cela se met en place. Et les, les salaires, les avantages sociaux, les budgets déplacement des consultants. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. On pourra y revenir plus tard. Passons à la diapo suivante. À la, donc, les stages, les séminaires, les ateliers de l'art, les matériels, les fournitures, les autres coûts directs, c'est une catégorie qui peut-être vous ne connaissez pas, mais il y a des choses comme les communications, le courrier, les fournitures de bureau, le loyer et d'autres services publics. Certains sont des coûts structurels indirects, mais il faut tenir compte de tous ces coûts séparément. Euh, et il y a les coûts, les frais généraux qui, euh, des coûts généraux, administratifs généraux, tout dépend bien sûr des bailleurs de fonds qui ont une approche différente. L'USAID a négocié des accords concernant les coûts indirects. Si vous travaillez beaucoup avec l'USAID, votre organisation connaît tout cela. Et il y a le pourcentage autorisé de coûts indirects que l'USAID calcule pour vous permettre de mener à bien vos activités dans le cadre de votre projet. Dans toute organisation avec qui nous travaillons, ces coûts sont négociés au gouvernement fédéral. On donne ce qu'on appelle des taux minimums. Il y a un maximum donc de frais qui vous sont accordés parce que beaucoup de nos partenaires en Afrique n'ont pas ces coûts indirects et les instructions que nous avons, c'est tenir compte de ces coûts indirects. C'est ce qu'on appelle les taux de risque. Il y a des organisations qui sont jeunes et qui n'ont pas des faits d'auditing financier. Donc, notre organisation pense comme des organisations à grande route. En fait, cela signifie donner des documentations pour tous les éléments budgétisés, par exemple pour les stages, les séminaires et même les documents et les récépissés que vous gardez pour toutes ces activités. C'est quelque chose qui porte sur les remboursements qui sont
critique lorsque vous devez euh, prendre en compte tout cela. Donc, prenez cela en compte lorsque vous commencez à planifier cela. Il faut comprendre à quoi cela ressemble et si c'est acceptable. Comme vous le verrez dans les deux prochaines diapos, la communication est très importante en fait. C'est en fait une des leçons que j'ai apprises. Il faut pouvoir budgétiser tout ça. If I know that a donor is going to require a large amount of paperwork and receipts for every single item, and some donors are worse than others about this and requiring. Je sais qu'un bailleur demande, disons, la communication est très importante. Si un bailleur demande beaucoup de papiers, certains bailleurs demandent beaucoup de papiers, beaucoup de documents de travail et il faudra le faire. Et merci beaucoup d'avoir en tout cas mentionné tout cela, de revenir sur tous ces aspects importants. Ok, diapo suivante. Why don't you take this away? Sure. Contracting with the Voilà, donc pour le contrat maintenant avec dans le développement international, c'est l'établissement des contrats. Quand vous mettez en place votre budget avec votre mission, votre période, la durée du programme et également les évaluations, le processus, et que cette institution a besoin de faire pour notre projet. Là, je n'ai pas besoin de repasser sur tous les points de la liste, mais l'essentiel, c'est de savoir d'être clair et concis par rapport à votre budget et de s'assurer que est-ce que le budget est réaliste, est-ce que c'est possible, est-ce que vous avez les bonnes estimations. Et là, quand vous démarrez vos activités et pendant l'enquête, vous allez voir est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut tout avoir avant le démarrage. Et dans AG, dans l'association ou dans là où je suis, parce que, par exemple, la saison des pluies, ça peut être une période d'évaluation pour toutes les activités que nous avions faites. Pour certains d'entre vous, parce que certains projets dépendent beaucoup de l'eau, dépendent beaucoup de la pluie, et on va s'assurer que tout cela et tous ces aspects-là qui peuvent arriver durant la saison des pluies, vous l'avez prévu dans le plan avec votre bailleur, dans le contrat avec le bailleur. Donc nous, avec notre institution, c'est assez lent, donc il faut prendre beaucoup de temps pour des fois pour nous, s'il y a des problèmes, il faudrait le plus tôt possible signaler pour qu'on puisse réagir et l'adapter. Voilà, diapo suivante. Est-ce que vous n'avez pas de remarques? Ok, allons-y. Voilà, voilà, on a le diapo. Donc, pour les subventions, sont les contrats que nous avons avec les partenaires. Michigan State University, l'Université de Michigan. Nous, par exemple, nous établissons des contrats avec nos partenaires et ces partenaires ont des dispositions spéciales qu'on prend en compte et on doit bien les prendre en compte avant de mettre en place le contrat, d'établir le contrat. Et ça peut être sur vous pouvez avoir des prévisions, la gestion financière, les rapports, et également les autres exigences du projet. Et
également la propriété intellectuelle. All of these issues and concerns Donc, should tous be ces looked aspects about sont déjà, opening up the doivent être contractual bien étudiés avant que and vous as contractez un partenaire. these are just a highlight of Et ça, c'est juste pour souligner key les areas aspects importants, les aspects fondamentaux, you want to have disons, l'établissement d'un projet. Vous voulez établir un accord avec un partenaire you really want to have all of these ou bien accorder des subventions. Dans ce cas, il faudrait s'assurer que tous ces aspects-là soient bien clarifiés avec le bénéficiaire. Donc là, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Pour moi, ça, c'est la partie la plus intéressante et existante du projet. Mais pour moi, disons, après le lancement, ça peut être difficile d'établir les contrats, tout dans les détails. Mais puis, vous savez que si vous gérez votre projet, vous devez prêter attention à tous ces aspects-là, à tous ces détails. How is the money getting to you to actually implement the project? And when is it getting to you? Is it getting to you? Avoir l'argent pour mettre et quand est-ce que vous espérez avoir l'argent? Est-ce que des fois, est-ce que vous recevez l'argent comme soit des avances, si vous recevez de l'avance, ou bien est-ce que vous faites des dépenses et que vous faites rembourser? Tout cela, et vous devez bien les spécifier dans le contrat. Pour le rapport, les rapports, c'est quand vous allez faire les rapports, qu'est-ce que vous devez faire, pourquoi vous devez faire les rapports. Donc, il faudrait aller dans tous les détails du projet parce que le contrat, c'est le document de référence. S'il y a quelque chose qui est prévu dans le contrat, là, vous êtes responsable du contrat. Et si ce n'est pas dans le contrat, dans ce cas, on ne peut pas vous en tenir responsable, on ne peut pas vous accuser de cela, on ne peut pas. Voilà, donc c'est pourquoi le contrat est vraiment le document de référence, c'est la base. Et tout ce qu'il y a, quoi qu'il puisse arriver, on va toujours se référer au contrat. Donc, assurez-vous que tous les aspects sont pris en compte et même surtout pour bien, vous avez bien discuté des propriétés intellectuelles, si vous produisez par exemple des rapports ou bien s'il y a la technologie, s'il y a quelque chose qui a été créé ou bien quelque chose qui a été conçu, assurez-vous que qui est le propriétaire de ce produit-là. Et est-ce que ça va être disponible pour le public, pour les populations? Est-ce que qui en a la propriété? Tout cela, vous le clarifiez dans le contrat. Assurez-vous également qu'il y a une prise, il y a des clauses, par exemple des clauses de résiliation du contrat. Par exemple, s'il y a des choses qui ne se passent pas bien, que vous puissiez résilier le contrat des deux parties. Ou bien, il faudrait qu'il y ait un équilibre total. Par exemple, assurez-vous que chaque partie joue pleinement son rôle. Et en tant qu'organisation, travailler sur les priorités et clarifier. Je pense que c'est toujours les choses sur lesquelles il faut travailler. Et surtout, à poser des questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous dans le contrat, posez des questions, clarifier des choses. Par exemple, si c'est pour l'Université du Massachusetts, MSU, nous, dans le contrat, nous incluons par exemple les restrictions, les exigences, et jusqu'aux subventions, jusqu'aux bénéficiaires de subventions. Mais là, au moins, s'il y a des zones d'ombre, posez toujours des questions parce que ça permettra d'éviter des problèmes, ça permettra de faire des choses qui ne sont pas prévues dans le contrat. Là, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait, c'est possible, la plupart du temps, il faut utiliser également un langage très simple parce que quand le langage est compliqué, c'est difficile à comprendre. Donc, utilisons un langage clair et simple des deux parties. Parce que quand vous, c'est pas seulement quand vous recevez le contrat, c'est pas juste le signer et partir. Non, non, non. Ça, c'est, il faut jamais le faire. Allez parcourir le contrat point après point. Assurez-vous que vous êtes à l'aise avec le contrat et que tout est prévu dans le contrat. Voilà. Et diapo suivante.
Là, pour moi, les clés du succès, la clé du succès pour l'établissement d'un contrat, là, après avoir l'accord, après avoir clarifié les points du contrat, après avoir signé le contrat, maintenant, quelle est la clé du succès pour cela? Là, c'est la communication entre les deux institutions. Et s'il y a des questions, posez des questions. S'il vous plaît, par exemple, ne vous battez pas avec les autres institutions, ou bien si vous avez un problème, c'est toujours inclure, inclure le contractant, le bailleur. Ne faites pas les choses par vous-même. Discuter, parler, la communication est essentielle, primordiale dans le contrat. Et parce que même quand vous octroyez des subventions également aux bénéficiaires, assurez-vous que chaque partie comprend bien, vous comprenez bien. Si vous avez l'opportunité, parlez de tout, parlez des attentes. Et la deuxième clé également, c'est surtout les factures constantes et régulières. Par exemple, si vous pouvez chaque mois, ou bien 2 fois par mois, si vous pouvez le faire, assurez, au moins ça vous permettra d'avoir une bonne trésorerie et des fois on fait des avances sur les dépenses. Ou bien si vous n'avez pas assez de financement pour démarrer le budget, c'est bien d'avoir cet argent, de le également essayer d'avoir l'approvisionnement. Et pour nous, à MSU, il faut des factures ou bien très consistantes qui ont toutes les pièces justificatives. Pour cela, la justification est assez essentielle. Même si on ne vous l'a pas demandé dans le contrat, il est toujours nécessaire d'avoir cette transparence et de documenter toutes vos factures, qu'il y ait toutes les pièces justificatives de dépenses, des dépenses que vous faites, et de faire des fois même des audits. Et pour nous, les pièces justificatives sont essentielles, surtout pour les finances. S'il y a des questions, posez-les pourquoi, ou bien s'il y a des dépenses qui n'étaient pas prévues, dites pourquoi, quand, et il faut tout discuter à tout seul, discuter tous ces points. Voilà, donc à vous, pour un autre point, disons la clé du succès, pour moi, en réfléchissant, là, je pars dans le travail, le budget et la budgétisation pour montrer l'importance de ces deux aspects-là. Et là, surtout au niveau du planning, au niveau du planning, on peut, quand vous établissez le plan de travail, commencez à savoir quelles sont les dépenses. Là, c'est à ce moment-là que vous établissez les dépenses. Vous faites une estimation de vos dépenses. Et vous commencez à dire, à entrer dans ce processus. Et ça peut commencer avant la proposition. Et après, ça peut continuer. Et même ça peut être au début du projet. Et en pensant à ce calendrier, je pense que l'aspect du budget, de la budgétisation est essentiel. Et comme Scott l'a dit, c'est bien d'avoir cette trésorerie, de savoir chaque mois, combien vous faites votre budgétisation pour chaque mois, de combien d'argent avez-vous besoin, faire le suivi, savoir au moins avoir quelle trésorerie vous avez, quelle liquidité vous avez. Et savoir préparer également toutes les factures qui doivent arriver, les factures futures. Assurez-vous que toutes les dépenses ont été bien prises en compte selon, par exemple, si vous recevez, par exemple, des fonds, vous savez que ces fonds sont destinés à telle dépense. Mais assurez-vous que vous avez toujours de la trésorerie, vous avez toujours de la liquidité. Voilà. Et c'est essentiel. Et également, pour projeter vos dépenses dans les activités.
Là, des fois, on sait que dans les projets, il y a des moments, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où les dépenses sont élevées et d'autres où ces moments ne sont pas élevés, il y a très peu de dépenses. Mais il faudra vous adapter et savoir que soit quand vous êtes à un moment où il y a trop de dépenses, il faudra planifier tout cela à l'avance pour que vous ne soyez pas surpris, vous ne soyez pas à court de cash, à court de liquidité. Et assurez-vous que les dépenses que vous avez, quand vous demandez des avances sur le financement, planifiez et assurez-vous que faites des planifications de 3 mois à l'avance. S'il y a des activités, prenez en compte toutes les activités, toutes les dépenses couvertes pour que au moins vous ne serez pas à des moments de rupture sèche de liquidité. Donc, parlons de la budgétisation. Quelle gestion financière vous pensez on peut faire aux bénéficiaires? Là, on sait que dans tous les programmes des pays, comment est-ce qu'on peut établir ce budget? Donc, pour nous, c'est, disons, c'est d'abord les bulletins de salaire pour il y a des organisations, par exemple, qui gardent, par exemple, qui gardent toutes les dépenses, toutes les pièces justificatives pour les dépenses. S'il y a, par exemple, des opérations, c'est très simple. Donc, montrez votre contrat, la mise en œuvre, les financements pour les petites opérations. Et dans le contrat, il est stipulé que vous allez recevoir des fonds d'avance ou bien les fonds d'avance sont prévus pour telle activité. Là, ça montre, disons, avec les finances de AMSU, on va travailler avec les finances, si c'est bien budgétisé. Et là, on sait que on a bien estimé votre temps, votre activité, et on prépare un budget pour cela, et on travaille en étroite collaboration avec les pièces de justification, et c'est comme ça qu'on accorde, on fait les préfinancements. Pour la plupart de nos projets, c'est comme ça que ça marche. On fait les préfinancements et les avances. Mais ça veut dire que c'est vraiment très simple. Juste on le fait juste avec la bonne documentation et dire on arrive à le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des remarques? Merci beaucoup. Je sais que c'est un sujet très difficile et j'apprécie le travail excellent que vous êtes en train de faire et de bien clarifier les choses. Là, j'apprécie, je vous remercie pour les efforts que vous faites pour clarifier toutes ces choses, tous ces points. Et on a une question et j'encourage également les autres à poser des questions dans la boîte de dialogue. Et la question, c'est le statut qui dit est-ce que les méthodes de contrat sont générales? Ou bien est-ce que c'est seulement le modèle de l'ISAID? Avec nous, on a un contrat, un modèle de contrat universel que l'on utilise pour les fonds fédéraux ou bien pour... ça dépend de comment nous établissons le contrat avec les bénéficiaires. Ou bien ça dépend de la nature du contrat. Par exemple, si nous devons faire des contrats et qui doit aller aux bénéficiaires, dans ce cas, on doit fixer un contrat au montant pour le bénéficiaire. On peut utiliser cette méthode ou bien on peut, mais notre contrat c'est des normes presque standardisées en fait. Et il y a un jargon juridique qui va avec ce de l'université, mais je ne veux pas fatiguer les bénéficiaires, mais en tout cas, on a des normes pour les contrats à MSU.
Vous savez, le contrat, pour nous, la plupart du temps, nous accordons des subventions, surtout au laboratoire d'innovation, et on leur accorde souvent des subventions, mais pour nous, pour les contrats, à notre niveau, il y a deux différents types de contrats. Le contrat peut être un contrat, un accord de consultance, et ça, c'est l'un, une catégorie. Un autre contrat, l'autre peut être un contrat, il y a des catégories standards que nous avons dans toutes choses, quel que soit le bailleur, quel que soit les gestionnaires, on doit suivre certaines normes, certains principes. Si vous avez reçu un accord de consultance et de contrat, et ça c'est un autre contrat qui est un peu différent. Mais ce sont les deux que nous avons, deux types de contrats que nous avons pour les consultants et pour les bénéficiaires. Pour les consultants, pour les bénéficiaires, ça va vous donner l'opportunité. En tout cas, pour les deux contrats, on vous donne le délai sur comment, sur quel temps vous allez réaliser le travail qui est attendu. Et là, j'essaie même de donner un exemple. Par exemple, on peut dire, par exemple, nous, on a un accord de consultance avec un projet sur 5 ans. Nous avons des choses à réaliser pour l'avantage, pour le bénéfice du projet. Et il y a des objectifs spécifiques bien ciblés. Et ces objectifs sont bien définis et nous recevons les paiements selon l'atteinte, selon la réalisation de ces objectifs. Donc, ça, c'est pour vous dire que c'est sur la manière des fois, il y a des contrats qui sont plus simples et d'autres contrats qui sont basés sur la réalisation des objectifs, l'atteinte des objectifs. Et c'est à ce moment-là que vous recevez les paiements et on avance au fur et à mesure. Et là, on a également, concernant l'accord de consultance, il y a, après avoir établi le délai de la consultance, on établit également des consultances avec certaines institutions. Et pour les MSU, c'est une consultance. En fait, c'est une consultance que nous faisons. C'est une contribution que nous faisons pour le projet, et surtout avec des institutions, de très grandes institutions, sur certains aspects. Voilà, c'est comme ça qu'on établit nos contrats, en général, avec des institutions, de grandes institutions. Merci. Il y a encore deux autres questions. La première, est-ce qu'il y a des projets qui ont échoué dû à la mise en œuvre ou bien aux bailleurs et comment ces projets ces échecs ont été gérés? Voilà, donc cette question c'est à vous tous ou bien au groupe, aux panélistes avant vous. Mais en tout cas, vous êtes là, vous pouvez répondre. Comme je l'ai dit, pour nous, il y a eu des organisations qui ont échoué, qui n'ont pas pu respecter les termes du contrat. Et là, on a même eu à récupérer les financements avancés qu'on avait donnés par avance. Et on l'a fait de manière très amicale. Et disons, le partenaire de mise en œuvre a compris qu'ils étaient incapables de réaliser la tâche, ou bien ils n'ont pas pu répondre à nos attentes. Et là, ils ont retourné les financements à MSU. C'est essentiel pour nous, avec les partenaires. Il faut avoir pour les indicateurs de performance, il est important d'avoir cette relation avec les partenaires pour bien s'assurer que tout va bien dès le début. Si ça ne marche pas, on sait que malheureusement,
on peut terminer, on peut mettre un terme au contrat de manière très à l'amiable. On peut le mettre à l'amiable, on peut mettre un terme à l'amiable. Donc, ok, Colin, c'est quoi votre expérience? C'est une question très difficile, mais je dis que mais pour nous, le plus important, c'est la communication encore. La communication, c'est l'aspect le plus important. Parce que quand quelque chose ne va pas marcher, normalement, si on en a parlé à temps, vous pouvez savoir ce qui se passe et prendre les mesures nécessaires. Et c'est pourquoi il faut de la flexibilité. On travaille beaucoup avec les missions locales sur le terrain. On a de bonnes relations. On peut leur parler directement. On peut leur dire que oui, ça faisait partie du projet. Et c'est comme si on a dit que c'est comme si ça ne peut pas être réalisé. Et on le dit de manière très amiable. Parce que la situation soit à changer ou bien. Et ils sont très ouverts en général. Et la plupart du temps, ils disent oui, vous avez raison. Et dans ce cas, vous allez arrêter le projet. Mais on n'a jamais eu de problème vraiment à ce niveau-là. Mais disons, le fait de réclamer les financements, de rembourser les financements, pour nous, on essaie en tout cas de le reverser à d'autres bailleurs, d'autres bénéficiaires, mais ou bien à une organisation locale. Et des fois, il y a une fois, on a établi un mauvais contrat avec une organisation et l'organisation n'a pas réalisé les objectifs. Et ils ont dit que ils ont promis de faire autre chose et ils sont partis avec l'argent. Et dans ce cas, mais ce n'était pas l'USAID, c'était une autre organisation. Mais après, ils ont eu des problèmes. Et nous, en tant qu'autres subventionnaires, autres bénéficiaires, on avait réagi. En tout cas, l'autre nous avions réagi de manière très forte. Et ceci a fait les relations deviennent plus compliquées au début. Mais en tout cas, pour nous, on évite ces situations. On veut que dès le début, que tout se passe bien. S'il y a des problèmes, que tout le monde, on essaie de les résoudre à temps. Et si ça ne marche pas, qu'on trouve des solutions à temps, au lieu d'arriver à ce niveau. Donc là, on doit avoir une pause de 10 minutes, mais je vois deux lever. Si on peut répondre à ces questions avant qu'on prenne la pause de 10 minutes. La deuxième question, c'est la question suivante, c'est est-ce qu'on doit utiliser, par exemple, travailler sur les risques avec les parties prenantes? À MSU, l'évaluation des risques est faite annuellement, ou bien si le contractant est sur le court terme, ou bien si c'est un contrat à long terme, on évalue tout le temps les risques avec le bénéficiaire, mais en général, on le fait annuellement, l'évaluation des risques. De notre côté, ça fait partie de notre revue, processus de revue. Quand vous dites évaluer les risques avec les parties prenantes, ça veut dire quel type de parties prenantes? Pour nous, c'est parce qu'on ne sait pas à quel risque peut survenir. Ou bien s'il y a quelque chose qui arrive, ou bien c'est turbulent, que ce soit la COVID ou il y a autre chose, là, on est prêt à revoir les risques. Oui, je pense que pour nous, la relation que nous avons avec nos bénéficiaires, nos partenaires en général, on arrive à évaluer les risques à temps. Et s'il y a quelque chose qui n'était pas du tout prévu, on le fait vraiment de manière très formelle.
moi, je parlerai, moi, je me présente surtout sur le plan financier. Voilà. La dernière question. Est-ce que la mise en œuvre, est-ce que la mise en œuvre à temps est un succès pour le projet? Pour nous, la mise en œuvre à temps dépend de la communication. Cela veut dire que s'il y a un problème avec le problème de la mise en œuvre à temps, ça doit être communiqué. La communication à temps pour la mise en œuvre avec l'institution, s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose, quoi qui puisse arriver, en cours, ça toujours la communication, communiquer à temps pour la mise en œuvre dans les délais impartis. Là, je dirais que ça veut dire que ça doit être pris en compte dans le contrat. Cet aspect, ce contrat doit inclure ce processus où on doit exiger une mise en œuvre à temps du projet, l'exécution du projet sur un délai bien imparti. Donc, c'est toujours bien parce que des fois, il y a des retards qui ne sont pas dus, qui sont hors de votre contrôle, ou bien certaines activités dépendent d'autres choses, ou bien quelque chose qui vous dépasse, mais dans la mesure du possible, nous devons mettre en œuvre le projet à temps, respecter les délais. Donc, c'est vraiment un aspect très, très important dans le processus du projet. Okay, perfect. So I'm going to try to allow this person to speak. Yesterday, we had some issues. Je vais donner la parole à la personne qui voulait parler. Marc, si vous êtes là, je vous donne la parole. Activez votre micro. Si vous voulez prendre la parole, sinon, envoyez votre question dans la boîte de discussion. No? Non? Vous ne prenez pas la parole? Non? Bon, très bien. Bon, il y a quelques questions qui arrivent. Eh bien, nous essaierons d'y répondre plus tard par écrit. Nous allons observer une pause de 5 minutes maintenant. Merci beaucoup, Scott et Corey. Nous vous remercions du temps que vous avez consacré. Je demande à tout le monde de revenir dans 5 minutes pour la session suivante. Merci. Hey, if anybody is out there still listening, can somebody try and unmute and say something? Besides the people on the panelists? The webinar participants aren't able to just unmute. We have to give them the permission to do that. That's how the Zoom webinar interacts. So the issue that we're having is... En fait, les participants peuvent prendre la parole s'ils le souhaitent au moment de la session questions-réponses. Et il y en a qui lèvent la main, ils ont aussi la possibilité de s'exprimer. C'est un mécanisme qui est assez contrôlé. Et donc, ils peuvent s'intégrer au groupe des participants. Oui, ils peuvent avoir la possibilité de s'exprimer lorsqu'ils lèvent la main, mais pour un moment limité. Je crois que nous devrons encourager tout le monde à rédiger par écrit donc leurs questions avant de prendre le micro. Great, it's so nice to see you. We usually meet at this time. Definitely. This is a very interesting conversation and very valuable. Yeah. I'm really enjoying the variety of... Bonjour David, c'est une conversation très intéressante. Cela nous permet en fait de réfléchir sur tous ces thèmes. C'est
que souvent, c'est des messages très importants, bien sûr. Nous recevons donc des financements à la suite de la signature d'un contrat, mais il est bon de parler de tous les détails d'octroi. Yes, we have all the questions. I created a Q&A document. Okay. Nous n'entendons Any that pas were not bien. answered today, I will ask. S'il y a des questions qui ne reçoivent pas de réponse aujourd'hui, je donnerai la parole aux intervenants pour qu'ils répondent à toutes les questions. On some of the questions that were asked. Hier soir, il nous a été posé des questions pour des précisions. C'est une session très importante. Yeah, we've got a good participation, 190 people today. Yeah, it's great. That's great. Yeah. Next time we'll have 500, David. Yeah. Right. Okay. No problem. No problem. So, but this is good. What I like is all the Yes. engagement and discussions. It's very nice that I think this is the point that Diana made. It's very nice that people can type and ask these questions. Yeah. Or, Ce que j'aime, c'est que tout le monde puisse participer, et surtout lorsque l'on répond aux questions qui sont posées. Et je pense aussi que les thèmes sont importants parce que les gens reviennent sur des aspects sur lesquels on ne pense même pas en matière de gestion des projets. Actually, a lot of young early mid-career faculty could use this type of thing. Le son n'est pas très bon, nous I would have loved n'entendons it when I pas was cet orateur. proposal or thinking about it or trying to interpret what the NOFO means. Lorsque nous recevons donc des demandes pour mettre en place un projet, c'est parfois très difficile à interpréter. Ces cours sur la gestion des projets est très importante pour permettre de mieux comprendre et d'interpréter les détails.